Chapitre 12. L'été 1951, je constatais que Donat n'était plus là. Elle est dans une institution, me dit Charles. Elle a 17 ans, ce n'était plus possible de la garder ici. J'en fus désolé. J'avais de la tendresse pour elle. Nous avons 15 ans, ajouta Charles. Nous ne sommes plus des enfants. Ce constat me glaça. Charles et moi étions désormais admis parmi les adultes moins par la grâce d'une maturité particulière que par l'absence d'autres enfants. À table, on aborda la question royale, comme partout en Belgique à cette époque. Curieusement, il n'y eut pas de dispute. Simon, 20 ans, beau comme un acteur, avait invité sa conquête du moment, une ravissante qui osait à peine parler, apeurée par les regards du clan. Il va l'épouser? Demandai-je à Charles. Tu rigoles? Chaque semaine il en change. Après avoir dévoré la maigre pitance, Charles me demanda quelle était mon ambition. Je répondis la même chose qu'à l'âge de 6 ans. Gardien de but. Sérieusement? Oui. Regarde-toi, Patrick. Tu n'as aucun muscle, tu es un intellectuel. Trouve une autre carrière. Je réfléchis et dis. Chef de gare. Charles éclata de rire, l'air de me trouver irrécupérable. Sa réaction me déçut. Gardien de but ou chef de gare étaient les avenirs qui me tentaient. En dehors de cela, rien ne m'attirait. La fin de l'enfance ne me souriait pas. Mon seul vrai désir consistait à avoir un père. J'avais 2 grands-pères auxquels j'avais longtemps prêté ce rôle. Hélas, avec le temps, je commençais à comprendre qu'ils ne convenaient pas. Ils avaient plus de 70 ans. Cela posait un problème. Charles avait mon âge et pourtant mon grand-père était son père. J'osais l'interroger à ce sujet. Tu as raison, répondit-il. C'est bizarre. Un père, normalement, t'explique dans quel monde tu vis. Papa n'en sait rien. Il est trop vieux. Je le respecte, mais il n'est pas en mesure de jouer son rôle. Si tu savais à quel point ça me manque d'avoir un père. Tu te fais des idées. J'ai un père et ça ne m'éclaire pas. Dans Shakespeare, les pères sont tellement importants et magnifiques. De tels pères existent, j'en suis sûr. Tu lis Shakespeare? Je rougis de honte. Parmi les sauvages de Pondois, grand-père et grand-mère exceptés, il ne fallait pas signaler qu'on avait de la culture. Charles s'apprêtait à vendre la mèche à la bande, histoire de souligner à quel point j'étais cloche. Quand il se produisit un événement. Lucie saigna du nez, et quelques secondes plus tard, je m'évanouis. Lorsque je m'éveillai, les notombes étaient à mon chevet. Que s'est-il passé? Demandai-je. C'est à nous de te poser cette question. Pourquoi es-tu tombé dans les pommes? J'ai vu le sang couler du nez de Lucie et tout est devenu noir. C'était la première fois que tu voyais du sang? Interrogea grand-mère. Je crois, oui. Eh bien voilà. Tu t'évanouis à la vue du sang. Ça existe, ça? Demanda Simon. Oui, répondit grand-mère. J'avais une vieille tante qui avait le même problème. Cette réponse aggrava mon cas. Je fus la risée du clan. Femmelette! Déclara Simon. Je proteste, intervint Colette. Les femmes ne s'évanouissent pas à la vue du sang, elles le connaissent mieux que vous. Et la vieille tante de maman, rétorqua Simon. Elle était anormale, précisa Colette. Mon compte était bon, ce trait ne me quitta pas. Il suffit que je voie du sang humain ou animal et je disparais. Je ne peux même pas parler de phobie puisque je ne reste pas conscient assez longtemps pour analyser le phénomène. En vertu du principe de complémentarité, cette prise de conscience intensifia ma pathologie. Désormais, la vue d'un steak saignant ou d'un tartare suffit. Ce devint un handicap non négligeable. Si j'avais appartenu à une autre génération, on m'eût sans doute emmené consulter. Nul besoin pourtant d'être grand clerc pour sentir que la mort de mon père y avait présidé. Quand la cause du décès est l'explosion d'une mine, il doit se produire un feu d'artifice de sang. Ce devint mon talon d'Achille. Les mauvais plaisants du Pondois en abusèrent. Simon ne perdit pas une occasion de s'entailler la peau, rien que pour le plaisir d'assister à mon évanouissement immédiat. Je fus interdit de cuisine. On ne pouvait exclure la possibilité d'y croiser un rôti de bœuf encore cru. Dans sa malignité, Simon espéra que le mot engendre les effets de la chose. Par bonheur, il n'y eut pas de telle contamination. Je déteste le mot sang, mais il demeure inoffensif. Simon eut beau transformer son discours en un logorally, visant à placer ce terme dans chaque phrase, il n'y eut pas de contagion. Il n'empêche que je revins de vacances marqué.
Grand-père avait-il téléphoné à bon papa? Je l'ignore. Moi qui rêvais de plaire à ma mère, j'exprimais devant elle le souhait d'intégrer l'armée. Maman me regarda avec considération. Son père coupa cet effet en disant Patrick, c'est impossible. Et pourquoi donc s'offusqua ma mère. Dis-le à ta mère, mon petit. Comment avais-je pu me mettre dans un pétrin pareil? Il eût suffi de me taire. Je maudis mon besoin d'éblouir ma mère. Celle-ci me regardait avec une expression qui signifiait Achève-moi, mon fils. J'ai déjà tant souffert. Au point où on en est, je m'évanouis à la vue du sang. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dit Claude. Bon papa intervint à nouveau. C'est la vérité, ma fille. Et comme Patrick n'a sûrement pas envie de travailler à l'armée comme gratte-papier, je suggère qu'il choisisse une autre carrière. Humilié, je lançai une hypothèse de provocation pure. Je pourrais devenir poète. Ah ça, il en suffit d'un dans la famille. Tu as envie de crever de faim comme au pont d'Oie? S'énerva bon papa. Je baissai les yeux, me doutant qu'évoquer mon désir d'être gardien de but ou chef de gare me vaudrait l'exil immédiat. Hélas, Paddy, que va-t-on faire de toi? Voyons, ma fille, dit bonne maman. Ton fils a de la ressource. Il est courtois, brillant, pacifique, éloquent. L'énumération de ses vertus me désolait. C'était le contraire de ce que je voulais être. Par ailleurs, où diable bonne maman avait-elle capté que j'étais éloquent? Je parlais à peine. C'était peut-être cela, d'ailleurs, qu'elle nommait éloquence. Quelle carrière entreprend-on avec de telles qualités? Gémit celle qui entendait dans ce portrait combien j'étais différent des Notombes. Précisément la carrière, répondit bonne maman. Qu'est-ce que c'est? Interrogeai-je. La diplomatie. C'est quoi? Voyons, Patrick, tu devrais le savoir, les diplomates sont des gens qui représentent leur pays à l'étranger. Ils y aident leurs ressortissants et parfois ils empêchent les guerres d'éclater. Quel ennui! Soupirai-je. Les trois adultes éclatèrent de rire. J'étais au désespoir. Ainsi mon talon d'Achille me condamnait à exercer un métier destiné aux gens courtois et pacifiques. Jamais! Je décidai de devenir auteur dramatique. La saison précédente, bonne maman m'avait emmené au théâtre du parc voir Cyrano de Bergerac. J'avais adoré. Je me lançais dans l'écriture d'une pièce de théâtre qui racontait à peu près la même histoire. Sauf que le héros avait pour handicap non pas son nez démesuré, mais une propension à s'évanouir à la vue du sang. Très vite, je remarquai que cela ne fonctionnait pas. Lors des duels, mon personnage tombait dans les pommes au premier sang. Il était juste ridicule. Méthodique, je dressai une liste des sujets qu'il me fallait éviter à cause de mon point faible. Vu que je jouerais forcément mes rôles moi-même, comme Molière, ou du moins que j'assisterais forcément à mes pièces, et que je ne voulais pas prendre le risque de vérifier si le sang de théâtre provoquerait lui aussi mon évanouissement. Je devais donc écarter les combats, les vampires, les jeunes filles vierges, la quête du Graal, tout ce qui passionnait les gens en somme. Il ne me restait que les thèmes psychologiques ou le symbolisme. J'eus envie de me pendre. Avoir 15 ans s'avérait affreux. Mon horizon se rétrécissait.